Bienvenue sur Radio Melon, et aujourd'hui vous écoutez Ciné Melon avec mon bon ami Daniel Conversano. Salut Daniel, comment vas-tu? Coucou Arnaud, ça va très bien. Alors aujourd'hui c'est une spéciale David Lynch, puisque voilà, je sais que Daniel aime beaucoup David Lynch, je suis aussi un grand fan. Et aujourd'hui, alors plutôt que de faire une analyse d'un film de David Lynch, on va essayer de parler du réalisateur en général, de toute son œuvre, et d'un maximum de films en fait. Et je pense que on en discutait là juste avant de commencer l'émission, mais ça va être difficile de faire une analyse nationaliste. Écoute, je sais pas, il faudrait revoir chaque film point par point, mais j'ai pas le sentiment que David Lynch soit quelqu'un de très politisé. J'ai pas l'impression non plus. On s'est un peu creusé la tête, et c'est vrai c'est vraiment un ciné-melon purement de cinéphile et culturel, quoi. Voilà. On verra, ça se trouve, voilà, au fil de la réflexion, on va parler, et puis on va avoir des éléments qui nous font penser un peu à notre situation, mais je crois pas. Peut-être, mais je ne pense pas non plus. Mais en tout cas, voilà, c'est donc un grand réalisateur qui a fait de grands films. Tout le monde n'aime pas, faut avouer, quoi. C'est aussi un réalisateur très aimé des gauchistes, en fait, très aimé des. Oui. C'est un délire artistique, hein, David Lynch. C'est pas un réalisateur politique, c'est pas un réalisateur. Et puis au-delà de ça, c'est rarement des films très narratifs, en fait. C'est souvent des films où l'histoire, en fait, flotte un petit peu. Hein. C'est parfois un peu contemplatif. C'est toujours assez rythmé quand même, les films de... Oui. Ah bon, alors on va préciser comme d'habitude. Voilà, si vous n'avez pas vu les films de David Lynch, un film de David Lynch, allez les voir, parce que surtout que on va tous les révéler. Voilà, on va tous les révéler. Et il y aura des gros spoilers comme à chaque fois. Donc voilà. Ouais. Si vous ne connaissez pas David Lynch, honte à vous, parce que franchement, voilà, vous devez connaître ce réalisateur, vous devez au moins voir des films. Alors on va donner voilà les gros ses meilleurs films selon moi, selon nous. Hein, Après, ouais. Il y a deux types de films de Lynch. Il y a des films très lynchiens, en fait, ils correspondent à son univers, un petit peu comme Jean-Pierre Jeunet, par exemple, à son univers, et qui est très identifiable. Donc, c'est les films dont on pourrait dire que l'histoire n'a en général aucun sens. C'est un prétexte pour créer une atmosphère. Et il y a des films plus classiques, on pourrait parler d'Elephant Man, par exemple, ou Une histoire vraie. Donc, qui sont des très bons films de cinéma, mais qui ne sont pas vraiment des films typiquement lynchiens. Voilà. Mais oui, on pourrait parler d'Elephant Man, de Sailor et Lula qui a eu la Palme d'Or à Cannes à l'époque, je crois que c'était en 1990. Même si Sailor et Lula c'est quand même un film très lynchien, hein, oui, c'est vrai. Je sais pas si tu l'as mis dans enfin, il y a quand même une narration, il y a une histoire, quoi. Ouais. Tu peux en raconter le début, le milieu et la fin. Les gens s'accrochent. C'est moins le cas de Mulholland Drive, par exemple. C'est vrai. Qui est son dernier gros film. Au milieu de ça, bien sûr, il y a Twin Peaks. Oui, alors voilà. Twin Peaks, moi je sais que j'ai découvert David Lynch grâce à la télévision. Oui. Donc grâce à Twin Peaks en fait, puisque voilà, Quand t'as eu l'âge de regarder la 5. J'ai eu l'âge de regarder la 5, exactement. Moi j'ai regardé en rediff sur Série Club beaucoup plus tard, je crois, en 97-98, donc j'avais déjà 10 ans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je sais que c'était pour l'époque, hein, pour les années 90, c'était quand même extrêmement bizarre. On disait que c'était étrange, et c'est ce que tu disais d'ailleurs. Les films de David Lynch, c'est un peu comme des rêves, chacun peut en faire son interprétation personnelle en fait, puisqu'il y a pas vraiment de compréhension, il y a pas vraiment un fil conducteur, à moins, enfin pour le réalisateur peut-être, mais les spectateurs sont toujours largués. Et moi je me souviens d'une séance que j'avais été voir Mulholland Drive par exemple en 2001 dans un cinéma de RDC, justement avec une jeune beurette d'ailleurs, une jeune nana qui était marocaine, qui m'avait dit j'ai rien compris au film mais j'adore. Ouais. Tu vois. C'était un peu la phrase cliché sur Mulholland Drive. Mais je crois qu'en disant bizarre, tu as bien résumé finalement le mot qui convient à David Lynch en général. Mais quand même, je tiens à dire que ça ne ressemble à de l'art contemporain que de loin, parce que il y a quand même souvent toujours quelque chose à sauver. Il y a vraiment une belle mise en scène. Souvent quand même si l'histoire est foutraque, il y a des éléments d'intrigue qui peuvent être pris. Il y a souvent de l'émotion. Il y a du travail, voilà, tout bêtement du travail. Non, c'est un très grand réalisateur. À l'exception peut-être, je n'ai pas vu, j'en ai vu que des bouts, mais il m'a donné l'impression de s'auto-parodier un peu dans Inland Empire, qui je trouve est un film, là pour le coup on se rapproche de l'happening, du théâtre contemporain, ça j'aime pas. Oui, et puis c'était un film qui était tourné aussi en numérique, donc c'était aussi le début du numérique à l'époque, c'était pas top, enfin, je sais qu'on était tous un peu réticents quand le numérique arrivait au cinéma, mais quoi. Parce que je dois dire que une des choses que j'aime le plus dans le cinéma de Lynch, typiquement lynchien, c'est souvent sa maîtrise de l'image. C'est plus en fait, je l'aime plus en tant presque que technicien d'image, que comme vrai narrateur, ce qui n'est pas vraiment, même si dans des films comme Une histoire vraie, on voit qu'il sait aussi raconter une histoire.
Donc Non, parce que oui, la technique est très importante parce qu'il y a des travelling à la Lynch, il y a des plans à la Lynch. oui, c'est vrai. Il y a une ambiance dans ces films qui sont typiquement lynchiennes en fait. Donc oui, c'est vrai. techniquement, c'est vrai qu'il a une patte unique. Quand on voit un de ses films, quand on voit Twin Peaks, quand on voit Mulholland Drive, quand on voit Lost Highway, il y a une ambiance Lynch, il y a quelque chose qui n'appartient qu'à lui, quoi. Je sais que par exemple sur alors je vais vraiment inimitable, ça c'est clair que c'est inimitable. Surtout qu'il est toujours très souvent il est avec le même compositeur et donc Angelo Badalamenti. Voilà, ouais. donc en fait quand on a le même compositeur, on a un univers qui de film en film se ressemble en fait. Et justement sur la musique de Badalamenti, c'est vachement important ce que tu dis puisque ça donne une ambiance un peu alors j'ai pas dit jazzy mais oui, il y a de ça. Hein. Oui, enfin jazzy mais Badalamenti c'est très spécifique en fait. C'est vrai que c'est le jazz mélodique, c'est vraiment tu sens que c'est un Européen qui fait du jazz. C'est vraiment moi qui déteste le jazz, j'aime beaucoup les morceaux de jazzy dans Twin Peaks. Je trouve que ils vont vraiment avec l'ambiance, ils sont swing, ils sont charmants, il y a beaucoup de romance en fait. Et je dois dire que les gens sont peut-être étonnés qu'un mec natio comme moi aime David Lynch, mais ce que j'aime bien avec David Lynch, c'est que sa perversion, son univers un peu cauchemardesque, son univers mental cauchemardesque, est toujours contrebalancé par beaucoup d'amour. Et c'est notamment le cas dans Twin Peaks, qui est ce que je préfère chez lui, aussi bien la série que le film, parce que à la fois il y a du bizarre, il y a de l'étrange, il y a du fou, et en même temps il y a de la beauté. C'est vrai. Il y a beaucoup d'amour entre les personnages. En fait, tu sens qu'il a une nature profondément gentille. Par exemple, moi vraiment ce qui caractérise Lynch, c'est son amour pour les gens monstrueux, c'est-à-dire les gens qui ont quelque chose de, c'est pas monstrueux au sens méchant, c'est quelque chose de différent, d'anomalie. Il a une vraie curiosité pour l'anomalie, mais c'est une curiosité qui n'est pas gauchiste, elle est saine. C'est-à-dire c'est vraiment le mec, il voit un mec à la gueule tordue, il va rester dessus 1 heure, quoi. Ça va le fasciner. Et il a fait un peu toute sa carrière là-dessus. Hein, c'est vrai, non, c'est vrai. Mais dès ses premiers films, d'ailleurs, on va parler de Eraserhead. Oui. Sur Eraserhead, tu m'avais dit tout à l'heure des choses très intéressantes. J'aimerais que tu ressortes d'ailleurs. Mais tu avais parlé d'un délire très art contemporain et il y a de ça dans Eraserhead. Cette manière d'utiliser le noir et blanc, d'utiliser le noir et blanc et de mettre en scène donc des monstres qui dans n'importe quel autre film serait totalement ridicule. L'homme à tête de poulet, je crois. Enfin, je sais plus trop. La Lady in the Radiator. Et puis l'enfant, le gamin. Pour les gens qui mais cette peur, justement, cette peur de... Oui, vas-y, pour les gens qui on va pas résumer non plus tous les films. Enfin, Eraserhead, en 2 mots, c'est un mec qui va devenir père. Et en fait, son enfant est difforme. Et donc en fait ça crée tout un tas de soucis chez lui. Donc c'est un film, c'est pas ce qu'un huis clos, hein, c'est pas dans sa chambre. Film très curieux. Il faut noter. Mais justement sur cette peur d'enfanter un monstre, je veux dire, toi qui va bientôt être papa. Toi qui va bientôt être papa. Est-ce que c'est pas quelque chose justement qui de totalement universel de se dire tout à fait. Oui, j'ai peur que il y a un enfant dans ce ventre et j'ai peur qu'il soit pas difforme, mais je veux qu'il soit en bonne santé, je veux qu'il soit accepté par la société, je veux qu'il soit aimé par les autres, en fait. Je me posais pas cette question quand j'avais 17-18 ans, parce qu'évidemment, je me sentais pas père, même en puissance. Mais maintenant que ça va être le cas, oui, tu vois, ça m'y fait penser même avec des frissons. C'est vraiment les films qui touchent à des peurs intestinales, c'est un peu comme Blair Witch. Ça a marché parce que la peur de la forêt, c'est très enfantin, mais je sais pas si l'un de vous, dans les gens qui nous écoutaient, avait déjà été dans une forêt de nuit. Ça m'est arrivé une fois. Moi, je me suis souvent je me suis retrouvé dans les forêts de nuit, j'ai flippé ma race. Que j'allais mourir, quoi. Parce que je m'étais aventuré un peu trop loin de la voiture. J'ai dû faire malin en plus parce que j'étais avec une nana. Et en fait, on ne retrouvait pas la voiture. Et la peur qu'on avait était colossale parce qu'à ce moment-là, tous les bruits sont amplifiés. T'as l'impression, alors qu'en plus, on est vraiment con parce que dans les forêts françaises, il n'y a plus aucun prédateur. C'est ridicule. C'est pas comme si on était en Roumanie avec des ours un peu partout. Mais voilà, donc Eraserhead, la peur de l'obscurité aussi. Oui, voilà, la peur du noir, la peur de ce qu'il y a sous le lit. Alors, pour la petite anecdote, c'est Eraserhead qui est le premier long métrage de David Lynch. Alors, c'est Lynch qui raconte ça, peut-être, je pense pas que ce soit un menteur. Il a dit que Kubrick était un grand fan du film. Et qu'il l'avait appelé, il avait trouvé le numéro du jeune Lynch. Et Kubrick l'avait appelé, t'es tranquillou, genre, c'est vous qui avez fait Eraserhead? Ah, c'est un très bon film, c'est intéressant. T'imagines un peu ta Kubrick qui t'appelle et qui te dit ça. J'adore ce genre d'anecdote. Et surtout Kubrick qui, au-delà de son génie de cinéaste, était un mec très méticuleux. Il a vraiment demandé à, bon là on est dans la technique, hein, mais il a demandé à Lynch comment tu as fait pour le bébé.
Comment tu as fait pour l'animer? C'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait surpris aussi, je veux dire que... Ouais, c'est que du c'est que du mécanique, mais ça marche et c'est un peu effrayant, ça pour moi, un Alien, un peu. Pour moi, alors, je vais mettre Dune en dehors de l'équation, mais pour moi, les meilleurs effets spéciaux sont toujours des effets spéciaux mécaniques, des effets spéciaux à l'ancienne, en fait. Complètement. Même quand c'est un peu bidon, on l'a fait pour Robocop. Et même, tu te souviens, on parle souvent des films de John Woo. Y a rien de mieux que les poches de sang. Tu vois. Dans les films aujourd'hui, tu vois, la première fois où j'ai vu ça, c'était dans Zatoichi de Takeshi Kitano. Pareil. Ils ont commencé à mettre du sang numérique. Et ça se voyait tellement. Alors que Zatoichi est un film génial, mais ce coup des, c'est comme pour, alors Zatoichi pour moi, je fais la même référence avec Rambo, le nouveau Rambo, tu vois. J'adore Zatoichi, j'adore le nouveau Rambo, mais je trouve que le sang virtuel, c'est moins bien. C'est quand même moins bien, c'est quand même moins cool. Je préfère le sang fake, tu vois. Mais qui gicle, et c'est du vrai sang, les gens se le prennent dans la gueule, tu vois. Ouais, la Robocop, quoi. Paul Verhoeven, quoi, les grosses giclées de sang, quoi. Non, c'est clair. Alors, je dois dire que moi qui suis un peu, à l'époque, j'étais un délingo, j'ai une grosse période de cinéphilie de 18 à 23 ans. Et je me souviens, à l'époque, on téléchargeait, c'était même pas encore Emule, c'était juste après Napster. Il y avait des sites comme Imesh, etc., où on trouvait des DivX, et moi, je m'étais dit, tu vas voir tous les premiers films de Scorsese, de Palma, de Lynch. Et donc, j'avais pris ces premiers courts-métrages. Alors, très rapidement... tu t'es tapé tous les courts-métrages de Lynch, tu m'as dit ça. Ouais, je les avais trouvés tous au même endroit. C'était un seul mec qui les partageait. Et j'ai pas grand-chose à en dire, si ce n'est que c'est vraiment des débuts à Eraserhead. C'est toujours le même délire, c'est-à-dire que c'est plus des films d'idées que d'histoire. Pas vraiment d'histoire, genre par exemple dans The Alphabet, ce sont des enfants. Alors, c'est un peu diabolique, on dirait... ça pourrait être présent dans une intro de Resident Evil, tu vois, dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que c'est des enfants qui récitent un alphabet dans un univers très sinistre, et en fait lui fait apparaître en fait des lettres, tu vois, il les fait vivre en quelque sorte, c'est un peu l'ancêtre de l'animation, mais toujours avec son style. En fait, ce qui est incroyable avec Lynch, c'est que dès ses premiers films, je sais pas à quel âge il les a fait, mais dès ses premiers courts-métrages d'étudiants, c'est déjà Lynch. Tu regardes le moyen-métrage de Grandmother, c'est déjà du Lynch. C'est-à-dire qu'il y a déjà ce côté à la fois attachant, plein d'amour et très étrange. Tu vois, aussi ce qu'il faisait beaucoup au début, c'est mélange de dessin et de réalité, en fait, de vrais films. Donc c'est des films assez terribles. Alors t'en as qui n'ont aucun intérêt, genre The Amputee, il y a plein de gens qui vont peut-être se faire chier pour le trouver. Moi je l'ai vu, ça n'a aucun intérêt, c'est un plan fixe sur une nana qui, tu vois, là parfois Lynch est dans l'art contemporain, et là c'est le cas. T'as une meuf qui est amputée, qui parle d'un truc que j'ai oublié, et t'as un mec qui prend soin d'elle et qui lui change son pansement de femme amputée. Tu vois, là on est vraiment dans la pure observation du bizarre, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Donc voilà, quoi, pour le gros début de, pareil, Six Figure. Alors c'est un peu son tout premier, c'est Six Figure Getting Sick, et c'est de la pure animation, mais c'est lui qui l'a fait. Donc c'est intéressant de voir que c'est un artisan, en fait. Un véritable artiste. Oui, c'est important de dire qu'à part Dune, il a quasiment écrit tous ses scénarios, en fait. Donc c'est un vrai créateur, quoi. Véritable créateur, il écrit ses scénarios, il réalise, et il est dans la direction artistique, il est dans la direction technique. Il est vraiment présent à chaque image, à chaque plan, quoi. C'est fou, quoi. C'est sympa de voir que justement tu t'es tapé tous les courts-métrages quand j'aimais bien un réalisateur, je faisais ça, tu vois. J'avais pas par contre ce côté jusqu'au boutiste qu'ont certains cinéphages. Par exemple, j'aimais pas spécialement Bergman, je me suis pas tapé tous les Bergman, il y en a plein. Mais quand j'aimais bien un réalisateur, j'avais tendance à tout voir. Mais souvent t'es déçu, en fait. Souvent alors t'as des perles. Le tout premier film pro en général, c'est souvent le meilleur. C'est-à-dire que c'est celui que tu retiens. C'est un peu comme, tu vois, Tarantino. Moi, je garde qu'un film, c'est Réservoir Dogs. Parce que souvent, l'artiste met tout dedans. Mais par contre, les trucs amateurs, tu comprends pourquoi, en fait, ils le sont restés. Tu vois, c'est un peu comme tes premiers écrits de jeunesse, etc. Parmi les premiers courts-métrages de Lynch, lequel est ton préféré? Le seul qui a un vrai film, au sens, je dirais pas qu'il y a une histoire, c'est quand même un grand mot de dire qu'il y a une histoire, ça reste du Lynch, hein. Mais The Grandmother, c'est le plus long. C'est un moyen métrage, il fait 30-40 minutes. Et si je devais dire aux gens, voilà, si vous avez aimé Eraserhead, si vous voulez prolonger l'expérience, il faut trouver The Grandmother. D'ailleurs, je pense que c'est le plus simple à trouver. Voilà. Mais ça met assez mal à l'aise, hein. C'est l'histoire familiale. On sent que, enfin, je sais pas quelle a été la vie familiale de Lynch, mais enfin, souvent la famille est pas vue comme un univers. C'est un peu comme dans les films de Tim Burton. La famille est vue comme un truc qui t'enferme un petit peu. Bon, là, je pense que c'est lié à une expérience personnelle. Hein. C'est pas, voilà.
la famille et toutes les relations sociales en général. Ouais. Je pense, voilà, après Eraserhead, t'as Elephant Man, Oui. qui est un peu justement sur le même, Tout à fait. le même blueprint en fait. Je veux dire, il l'a fait en noir et blanc aussi. J'ai C'est un peu la même ambiance. J'ai un trou de mémoire. Il est américain, Lynch, il est pas anglais. Non, il est américain. Alors, moi, j'ai quand même un peu une théorie sur ça, c'est que je pense que c'est un mec pur, Lynch, Mhm. qui déteste la courtoisie d'apparat qu'il y a chez les Américains. Je suis jamais allé aux États-Unis, mais chaque fois que j'ai vu un Américain, j'ai vu ça. Alors, d'un côté, c'est louable. Moi, j'aime bien vivre dans des sociétés comme ça, mais tout le monde n'aime pas. C'est cette société où tout le monde rit. Hello, how are you? Et en fait, c'est très superficiel, et tu sens que c'est un truc qui l'a rendu fou. Et souvent, comme dans des films de Tim Burton, genre Edouard Romain d'Argent, c'est ça qu'il a voulu montrer. Que finalement, chez les gens normaux, il y avait beaucoup de névrose, alors que chez les gens marginaux, il y a beaucoup de simplicité, il y a beaucoup d'authenticité. Et je pense que c'est ça qui est intéressant chez Lynch. C'est intéressant le parallèle que tu as fait avec Tim Burton, parce que justement, ils sont un peu de la même époque, au final. Pas du tout de la même école, puisque Tim Burton vient de Disney et tout. Mais il y a ce côté, justement, tu parlais de l'optimisme qui règne justement chez les Américains. L'œuvre de Burton et l'œuvre de Lynch vont à l'encontre de ça, justement, à l'encontre des... alors, pas forcément des happy end, pas forcément des progressions scénaristiques ou des progressions cinématographiques classiques, quoi, mais il y a quand même aller à l'encontre de l'American Way of Life, aller à l'encontre justement de cet optimisme qui est typiquement américain. Oui, mais je dirais pas en mode pas en mode réac, mais en mode non, ou même pas en mode contre-réac Antifa, en mode rêveur. C'est un peu comme la démarche du gars dans Into the Wild. Vous faites tous chier, je me barre, quoi. Alors Tim Burton a quand même une bizarre, si les gens n'ont jamais vu un film de Lynch, les films de Tim Burton sont quand même d'une bizarrerie beaucoup plus acceptable, beaucoup plus mainstream. Il y a vraiment du sale, il y a du sale chez David Lynch parfois. C'est vrai. Il y a du sale, de la violence. Tu vois, c'est le genre de mec à bander sur des sorciamoises, hein, tu vois, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, parce que David Lynch parle aussi de, il y a beaucoup de violence, souvent une extrême violence dans les films de David Lynch. Il parle d'inceste aussi, je veux dire, dans Twin Peaks. Oui, tout à fait. Elephant Man sur, effectivement, le rejet de, il y a presque... le rejet de la différence, quoi, qui est, je pense, la pire, ségrégation sociale qui existe. Après, Non, c'est vrai que, non, mais ce mot, j'ai un réflexe de droite qui est quand j'entends rejet de la différence, ça me donne envie de te frapper, quoi. Mais alors t'as raison, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais, Elephant Man, pour moi, est acceptable, pour moi qui suis quand même un homme de droite, même maintenant, parce que c'est vrai que c'est particulièrement, injuste d'être détesté parce que tu es laid, alors que tu n'es pas responsable de ça. Vrai. Mais pour moi, Elephant Man montre simplement que l'habit ne fait pas le moine, individuellement en tout cas, et que effectivement, dans ce corps tout laid, il y a une âme qui est magnifique. C'est un bel homme, vraiment. Et donc, oui, c'est un vrai mélodrame, tu vois. Ah, moi, je sais qu'Elephant Man, quand je l'ai vu quand j'ai quand même assez jeune, mais c'est un film pareil, c'est un film qui me tire les larmes, et je sais que on le reverrait maintenant, je serais incapable de résister, quoi. Il y a des passages. C'est très probable, Bon, après, il y a la musique qui est beaucoup, il y a l'adagio de Barber, je crois. La performance de John Hurt, la performance d'Anthony Hopkins, qui est assez incroyable aussi, quoi. Mais tu vois, maintenant que tu le dis, c'est aussi pour ça peut-être qu'on fait un ciné-melon sur Lynch. C'est rare les réalisateurs qui font pleurer. Et Lynch y est parvenu 2 fois, dans Elephant Man et dans Une histoire vraie. Pareil pour moi. Et j'ai beaucoup pleuré à la fin de l'histoire vraie, parce que vraiment, je sais pas, c'est un film qui m'a fait du bien. Je trouve que c'est un film qui montre la beauté des rapports humains. Et là, pour le coup, c'est un film qui te réconcilie dans l'univers de Lynch avec l'idée de la famille. Tu vois, finalement, les vieux arrivent à se retrouver. On donne pas trop de détails sur l'histoire vraie parce qu'on aimerait en faire un cinéma spécial. On va faire on l'annonce ici, on va faire une émission spéciale, un cinéma spécial sur Une histoire vraie, parce que c'est un très très beau film, et c'est vrai ce film mérite, même si c'est sans doute le moins lynchien de tous. Oui, d'ailleurs, il s'est fait complètement bouder parce qu'il avait été présenté à Cannes. Les cons de critiques cannoises voulaient du Lynch. Et donc, comme ils ont juste vu un bon film, ils ont dit que c'était pas assez original, donc ils ont donné la Palme d'Or à Rosetta, qui est un film social insupportable. Les frères Dardenne. Là, pour le coup, c'est du vrai gauchisme. Non, c'était pas les frères Dardenne, Rosetta. Si, c'était pardon. C'est bien. C'était Émilie Dequesne. Exactement. Ouais, non. Moi, je me souviens toujours il y avait un plan, on parlait de technique tout à l'heure, mais dans Elephant Man, la première fois où Anthony Hopkins voit justement John Hurt, donc voit l'Elephant Man en fait, dans cette fête foraine. Oui, parce que en 2 mots, Elephant Man, ça raconte l'histoire de John Merrick, c'est ça? John Merrick. C'est une histoire vraie. En fait, c'était un mec qui était déformé de naissance, mais à un niveau horrible, vraiment le visage. Et donc, en fait, c'était un phénomène de foire. Et dans l'Angleterre en fin de période victorienne, en début de période d'industrialisation, en fait. Début de 1900, non, je crois que c'est fin 19e siècle. Fin du 18e, Voilà. Et donc, en fait, il est c'est un monstre de foire. Et ça raconte son histoire, quoi. Voilà.
Donc, Donc la première fois que Anthony Hopkins, qui est donc médecin, découvre justement le voit pour la première fois, on voit c'est un travelling sur Anthony Hopkins qui avance très très lentement et qui accélère et qui ralentit en fait. Et à la fin du travelling, on voit une larme couler sur le visage d'Anthony Hopkins. Pour moi, c'est un des plus beaux travelling de l'histoire du cinéma. Et il avait expliqué comment il l'avait fait en fait. Et c'est la manière de faire des travelling de Lynch que je trouve super. C'est très artisanal. Il met des sacs de sable énormes sur sur son travelling en fait, ce qui fait que les gens ont du mal à le pousser, tu sais, les techniciens ont du mal à le pousser, donc ça démarre très très lentement, le travelling commence très très lentement, et à partir du moment où ça prend de la vitesse, c'est très fluide et ça devient très dur à retenir en fait. Donc t'as un mouvement justement du travelling qui est amplifié par le poids et qui est difficile à retenir sur la fin quoi. Du coup ça fait des travelling vraiment super quoi. Et ce travelling là était, enfin pour moi c'est un des plus beaux de l'histoire du cinéma parce que il se termine en parfaite synchronisation avec l'acteur qui pleure en fait, qui laisse tomber une larme quoi. J'oublierai jamais ce passage quoi. Non, c'est un très bon moment, puis alors la fin est pareil. Parce que bon, alors attention, là c'est du gros spoil. Vas-y, spoil. Donc cet homme-là était tellement déformé, il avait un visage si lourd qu'il ne pouvait pas dormir allongé. Il fallait mettre beaucoup de coussins sur sa tête, et les médecins lui avaient dit que s'il dormait de telle façon, il mourrait. Et sa vie est tellement atroce qu'à la fin, il choisit le suicide. Il y a une musique, bon voilà, il décide de s'allonger. Alors que finalement, c'est la tragédie de cet homme, c'est que c'est un homme raffiné. Qui a beaucoup d'intelligence, mais qui est dans un corps très très laid, difforme, et très qui a un corps qui donne l'impression qu'il est stupide. C'est ça aussi le pire. Je crois que c'est ça. Bon, il y a cette fameuse scène aussi où tout le monde lui court après et il dit mais je suis un être humain et vous le voyez pas. Bon, ça marche toujours, hein, c'est des effets de cinéma, mais ça marche. J'ai les larmes qui montent là, faut te dire. Mais là, je suis en train de revoir un peu la filmo avec mes petites fiches là. Ce que j'aime aussi chez Lynch, c'est que c'est un mec qui sait vivre. C'est pas un mec comme Woody Allen qui va faire 3 films par an. Par exemple, tu vois, entre Elephant Man et Dune, il y a 4 ans. Après, entre Blue Velvet et Sailor Lula, il y a encore 5 ans. C'est du temps, Voilà, c'est des mecs un peu comme Malik et Kubrick qui font des films quand ils en ont des idées. D'ailleurs, maintenant, peut-être parce qu'ils sont un peu fatigués, il fait plutôt des courts-métrages que des films. Et donc voilà, il est pas dans l'époque, il est plus dans le cinéma moderne, en fait. C'est un peu un mec comme Cimino qui, à bout d'un moment, ils arrêtent, tu vois, et c'est vrai que ces derniers temps, il a fait beaucoup de courts-métrages aussi, des courts-métrages que je n'ai pas vus, mais il a fait beaucoup de choses, quoi. Et je suis assez étonné que... Il a une carrière dans la musique aussi, je sais. Oui, c'est vrai. Bah oui, il fait des morceaux électro, assez sympa d'ailleurs. Je crois que je sais plus. C'est très bien, moi j'aime bien. Groupe, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, en fait. On le retrouvera, on le mettra en... Mais je suis assez étonné que Lynch soit pas appelé par les studios aujourd'hui, parce que moi aussi. On vit un renouveau du film d'horreur. Ouais, tout à fait. Dans lequel je trouve qu'il a sa place. Parce que on a parlé de son grand cœur, mais ce qu'il faut dire aussi de Lynch, c'est qu'il est très très bon pour instiller de la peur. Bien sûr. Vraiment, pour moi, c'est un réalisateur de films d'horreur qui s'ignore. C'est-à-dire qu'aucun de ses films ne sont objectivement des films de suspense et d'horreur, mais il y a des moments d'horreur. Je me souviens, on en avait parlé, tu vois, mais il y a une scène dans Mulholland Drive où en fait un flic parle d'un rêve qu'il fait constamment, où en fait il va voir derrière un mur et il voit une bête qui est une espèce d'homme arbre, et c'est effrayant. De la même manière que dans Twin Peaks, toutes les scènes qui se passent dans comment ils appellent ça, la Black Lodge, tu sais, l'endroit où il y a le nain, quoi. Enfin, en gros, voilà, c'est une espèce d'univers parallèle, et toutes ces scènes-là sont absolument terrifiantes, quoi. C'est clair. Il est très très bon dans la terreur. En fait, Lynch, ce que j'adore chez lui, c'est que j'ai jamais vu un réalisateur qui arrive autant à retranscrire la sensation d'impuissance que tu ressens dans un cauchemar. Tout à fait. Et tu sais, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que dans un cauchemar, il n'y a pas de lien entre les événements. C'est-à-dire que tu as des grands moments d'effroi, des choses auxquelles tu t'attends pas, genre tu ouvres la porte, un truc horrible te hurle au visage, et dans la scène d'après, tu es dans un pré, tu es poursuivi par je ne sais quoi. Mais tu as une sensation de mal-être, tu as mais pour toi, c'est très réel, alors que ça n'a pas de fondement logique. Et quand tu vois certains passages des films de Lynch, t'as vraiment l'impression d'être dans un cauchemar. Tu vois? Il est vraiment très bon là-dedans. C'est intéressant ce que tu dis, parce que bon, après les Man, il y a eu Dune. On avait dit qu'on parlerait pas de Dune, en fait. Mais pour être franc, moi j'ai pas vu le film. Toi tu l'as vu, tu m'as dit que c'était pas intéressant, quoi. Non, je peux pas dire ça. C'est un film qui est beaucoup critiqué, qui est beaucoup mésestimé, selon moi. La musique de Toto ne joue pas en sa faveur, tu vois. Et c'était aussi, je crois que c'est le premier film commercial, en fait. Mais c'est un truc qui se passe dans l'espace, un peu, c'est ça? C'est inspiré du roman de Frank Herbert. Donc c'est Dune, c'est l'histoire de Paul Atreides, justement, et des Harkonnen.
Et c'était une sorte de fresque, mais le projet était tellement ambitieux, et Lynch était tellement jeune à l'époque, et je veux dire, Lynch n'est plus jamais retourné vers le cinéma commercial après, donc. Oui, ça l'a vacciné, quoi. Ouais, complètement. Mais il y avait des scènes qui étaient absolument terrifiantes, il y avait des scènes qui étaient absolument dégueulasses et terrifiantes. Je le verrai quand même. Je dois te dire que, tu sais, des fois, quand on est gosse ou ado, on fait des rejets de certains types de cinéma. Ma sœur, elle aimait pas trop les films de guerre, par exemple. Mais moi, j'aimais pas les films dans l'espace. Bizarrement. Ah ouais, par exemple, les gens vont hurler, mais moi, la première fois que j'ai vu un Star Wars, j'avais 23 ans. Parce que mon père me mettait devant Star Wars et j'avais pas envie. Ouais. L'univers ne me plaisait pas, donc Dune, quoi que j'aimais Lynch, j'ai pas regardé Dune, tu vois. Ah, c'est marrant ça. Bon, mais je le verrai quand même, histoire de boucler la boucle. Oui, parce que le film est bon quand même. Moi, je vais pas dire que c'est un mauvais film. J'aime beaucoup ce film puisque c'est un film de ma jeunesse, quoi. Et d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est pas son meilleur. Je connais un peu le casting de Dune. C'est là qu'apparaît son acteur un peu fétiche. Kyle MacLachlan. Voilà, Kyle MacLachlan, qui est un acteur génial aussi, quoi. Qui réapparaît ensuite dans son film suivant Blue Velvet, qui est alors là, c'est le film lynchien à moitié. C'est-à-dire que c'est un thriller. Il y a une narration réelle et en même temps, il y a des scènes extrêmement bizarres. Mais alors pour moi, c'est effectivement, comme tu viens de le dire, c'est le premier véritable film lynchien. Oui, c'est Il y a une sorte de quadrilogie ou quintologie, je pense. Blue Velvet, c'est le Lula, Lost Highway, Mulholland Drive, en fait, voilà, qui pour moi, c'est une sorte de continuité, comme oui, Eraserhead étant le premier, mais qui était tellement amateur, c'est un autre univers, en fait. Mais alors et c'est là que effectivement on rentre dans du pur Lynch, je crois. Blue Velvet, avec Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Dennis Hopper. Alors, faut le dire, beaucoup de vie sexuelle chez Lynch, faut quand même le dire. On sent le pervers. Dennis Hopper alors, tu vois, j'ai jamais su dans le film si Dennis Hopper, on vous laisse un peu un suspense sur l'histoire des films parce que voilà. J'ai jamais de toute façon, c'est impossible de raconter un Lynch. Non. Si tu racontes une petite trame, je veux dire, pour Blue Velvet. Pour être franc, Blue Velvet, je me rappelle très bien de plein de scènes, mais je suis incapable de me rappeler l'histoire. Mais fondamentalement. C'est impossible de raconter vraiment les histoires, quoi. Le mec, il raconter c'est le Lula, quoi. Il est amoureux d'Isabella Rossellini. Et donc, par amour pour elle, en fait, il essaie de la délivrer de ce mec, Dennis Hopper, qui est un peu bizarre, mais complètement taré, on sait pas trop pourquoi, en fait. Et une des premières scènes choquantes, c'est en fait Dennis Hopper fait l'amour assez violemment avec Isabella Rossellini. J'ai jamais réussi à savoir si en fait il est éjaculateur précoce, tu te rappelles. Et je n'arrive pas à savoir s'il arrive à consommer ou pas, tu vois. Non, mais c'est-à-dire que c'est tellement rapide. J'ai jamais réussi à savoir si Lynch voulait montrer qu'en fait il jouissait dans son pantalon ou s'il était simplement un rapide, tu vois, Dennis Hopper. Bon voilà, c'est encore les années 80, on montrait pas trop les 86, sexes. 86, voilà. Et c'est-à-dire que quand il y avait du vice, on le suggérait plutôt qu'on le montrait, quoi. Tu vois, il y a une scène d'oreille aussi, je crois me rappeler, assez horrible. Et puis ouais, voilà, pour moi la première scène vraiment très très lynchienne de son cinéma, c'est ils arrivent à capturer Kyle machin qui est reluqué en train de baiser. Et ensuite ils sont dans une sorte de cabaret et t'as Dennis Hopper qui se met à chanter une chanson avec un mec déguisé en clown. Et c'est effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant, ça n'a aucun sens. Mais tout à coup, c'est comme si t'étais capturé par un psychopathe. C'est là qu'on est dans le pur Lynch pour moi. C'est le début, tu vois, c'est le début d'une ère en fait. C'est Blue Velvet, c'est vraiment le début de l'ère Lynch, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et pour moi, la scène tu sais, dans Reservoir Dog, où Tarantino fait fait que Michael Madsen coupe l'oreille du keuf. Ouais, ça vient là. Pour moi, c'est un écho à Blue Velvet. C'est intéressant, je pense vraiment, parce qu'elle est vraiment marquante, cette scène dans Blue Velvet. Alors, bien sûr, après, il y a Sailor Lula. Alors, Sailor Lula. Moi, je crois que c'était mon premier, je crois que j'avais vu Blue Velvet à l'époque quand j'étais jeune, j'avais pas trop aimé. Et j'avais vu Sailor Lula grâce à mes parents qui l'avaient regardé, j'avais regardé ça avec eux. Oui. Quelle horreur. Mais, et c'était, je crois que c'est le premier film qui m'a marqué, en fait. Où ça, je me suis dit, mais, en fait, le cinéma, ça peut être tout ce que tu veux, ça peut être n'importe quoi. Histoire d'amour déglingué, quoi. Ouais, complètement déglingué. Alors, et pour moi, je trouve que le film est extrêmement réaliste, au final. Il est extrêmement, sensé, tu vois. Et, à la fin, on va spoiler la fin, je suis désolé, quoi. Ah oui, cette scène géniale. Cette scène qui est magnifique, quand elle a une fée qui vient pour raisonner, c'est l'or, quoi. Nicolas Cage, joué par Nicolas Cage. Une sorte de fée. Qui vient de... Un Deus Ex Machina, en fait. Incroyable. C'est une fée. Incroyable. Et mais alors, c'est dans n'importe quel autre, je veux dire, j'aurais une idée comme ça, ou dans n'importe quel autre film comme ça aurait été dit, mais c'est stupide, c'est complètement débile. Oui, quoi. parce que c'est un génie. Voilà. Je veux dire, c'est évident, tu places une scène comme ça, tu peux l'imaginer en scénario 1000 fois, même
je vois très bien des producteurs lire le scénario et ne pas comprendre la C'est scène pareil, finale. pareil. Tu Ouais, vois, ouais, et tout ouais. à coup, Nicolas C'est Cage. quoi cette Alors sorte de fait, quoi. ça se transforme en comédie musicale, parce que Nicolas Cage commence à chanter Love Me Chanter Tender, Love Me Tender, il ouais. monte sur des bagnoles, enfin, tu vois, c'est très Et américain, d'ailleurs, tout ça. justement, c'était dans un optimisme incroyable, puisque ça se termine, c'est un happy end, en fait. Oui, oui, Et oui. je pense que c'est peut-être le seul véritable happy end. Peut-être. Ouais. de- En même temps, dans un monde, est-ce qu'on n'est pas en train de rêver quand on voit ça? Mais c'est vraiment un truc que j'aime et qui manque globalement à l'art aujourd'hui, c'est la fantaisie. Mhm. Tu vois, Tout et à fait. vraiment dans Sailor Lula, il y a de la fantaisie. Ouais. Et c'est léger, c'est très européen comme esprit, tu vois, c'est quelque chose que d'autres... Je pense que tu montres ça à un Chinois, je sais pas s'il y est vraiment sensible. J'en sais rien en fait, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je n'ai vu que dans les peuples du Nord, parce que David Lynch, c'est quoi? C'est un descendant d'Européen du Nord. Hein. Et c'est vraiment... je sais pas, il y a une âme celte vraiment chez Lynch, que je ressens profondément, et qui se ressent dans ses films. Ouais. À la fois dans ces scènes très étranges, incompréhensibles, scabreuses même parfois, et dans Sailor Lula où il y a beaucoup de merveilleux, voilà, merveilleux un peu comme La Belle et la Bête. Tu Beaucoup vois, de merveilleux, mais toujours en opposition à aussi beaucoup de violence et beaucoup de violence. la première scène de Sailor Lula, je crois que c'est Nicolas Cage qui prend un mec et qui lui éclate la tête sur un escalier, quoi. Et c'est vrai que c'est extrêmement violent. Et en opposition à la scène de fin, qui est d'un romantisme un peu cheesy absolu, quoi, où il lui chante Love Me Tender sur le capot d'une voiture, quoi. Et c'est beau, enfin, je veux dire, c'est... Oui, c'est vraiment... il y a que dans les films américains que tu vois ce côté... ces romances un peu comme True Romance, le film True Romance, où il y a à la fois des scènes extrêmement violentes, et puis des scènes très neuneux, très naïves, tu vois. J'ai parlé de John Woo tout à l'heure, et c'est ça aussi que j'aime bien chez John Woo. Tu sais, t'as Chun Fat qui tue 300 personnes, et 2 secondes après, il te fait pleurer dans une scène d'amitié, quoi. Tu vois, un truc qui a pas de sens, mais c'est drôle, quoi. C'est qu'on est tous les deux de grands fans de Choi Yun-fat et de John Woo, quoi. Et alors, il y avait William Dafoe aussi dans Sailor Lula qui avait un rôle complètement dégueulasse. Il lui avait mis des fausses dents. Oui. Et le mec était absolument répugnant, quoi. Et d'ailleurs, il meurt d'une manière horrible, en fait. Je sais plus comment il meurt. Je crois il prend un double canon, un fusil double canon. Ah oui, c'est explosé à la tronche. Et la tête explose, en fait. Il se permet tout, Lynch, c'est sûr. Hein. Et d'ailleurs, William Dafoe, je sais pas comment ça se prononce. Dafoe. William Dafoe. C'est vraiment un des acteurs qui choisit le mieux ses rôles, je trouve. Attends, lui, c'est vraiment un mec qui veut se construire une carrière. Et ça, c'est méritoire. C'est le genre de mec qui va tourner avec Lars von Trier. C'est le genre de mec qui fait le Pasolini d'Abel Ferrara. Tout en faisant de temps en temps des films un peu mainstream, mais de moins en moins. C'est un vrai acteur qui a un désir de jouer pour des grands maîtres. Et ça, c'est beau. Il a une gueule en même temps, William Dafoe. C'est vrai. Non, je suis un grand fan de William Dafoe. Alors, je me souviens plus qui a donné la Palme d'Or à Sailor Lula en 90. Je sais plus, mais effectivement, c'est bien de le rappeler que Sailor Lula a gagné la Palme d'Or. J'allais dire Polanski, mais non. Polanski, c'est l'année d'après qu'il l'a donné au film à Barton Fink. Il se souvient de ça. Genre de conneries dont je me rappelle, tu vois. C'est vrai que c'était, Sailor Lula, Palme d'Or en 90. Dans les yeux, là. Alors après, il y a eu l'aventure Twin Peaks. Ouais. Alors là, pour moi, j'ai une affection incroyable pour Twin Peaks. C'est le sommet, là. C'est le sommet, quoi. Je veux dire, c'était le top de sa carrière, on va dire, quoi. Il était, mais alors, pour moi, Twin Peaks, effectivement, c'est impossible à résumer. Je veux dire, comment on peut parler de Twin Peaks? Ce serait vache de raconter l'histoire aux gens. Parce qu'il y a la série recommence. Voilà, déjà la série recommence. Si vous l'avez jamais vu, Twin Peaks, la série. Déjà, je crois que on n'appelle pas ça une série, on appelle ça un feuilleton. Parce qu'il n'y a qu'une seule saison. Donc il y a 30 épisodes. C'est facile à se faire avec votre petite copine sous les draps. Parce que vous allez kiffer. Voilà, ça se regarde en 3 semaines, 1 mois de visionnage régulier. C'est vrai que ça se regarde en couple, hein. C'est vrai que c'est un truc qu'on peut regarder en couple. Ouais, parce qu'il y a de tout, en fait. Il y a de l'émotion. Puis d'ailleurs, c'est construit un peu comme un soap opéra, c'est un peu comme si on regardait Les Feux de l'amour, mais en bien, quoi, tu vois. Avec l'enquête policière aussi, je veux dire, le personnage. C'est un thriller. Bon, on peut dire le début, c'est Kyle MacLachlan qui joue un flic, agent du FBI, passionné de café et de donuts, qui enquête sur la mort de Laura Palmer, qui est une jeune interprétée par Cheryl Lee, qui est magnifique dans les très belles actrices dans Twin Peaks. D'ailleurs dans Twin Peaks il y a que des bombes, quoi. Je veux dire, il y a Sherilyn Fenn, Cheryl Lee, Joan Chen à l'époque, quoi. C'était les nanas, c'est toutes des bombes. Oui, alors ce qu'il faut dire pour Twin Peaks, c'est que pour moi c'est le sommet de David Lynch, parce qu'à la fois il y a le côté lynchien, l'installation d'une ambiance extraordinaire. C'est-à-dire que moi je sais que dès les premiers épisodes, j'avais qu'une envie, c'est que cette ville, parce que Twin Peaks c'est le nom d'une ville, et dans cette ville, tous les gens sont étranges mais très attachants. Et au bout du 5e épisode, tu as envie d'être à Twin Peaks.
t'as envie que c'est cette vrai. ville existe vraiment. C'est vrai. D'ailleurs, je crois qu'elle existe vraiment, mais enfin, c'est juste que il y a pas ces personnages-là. On peut la visiter aux États-Unis. Je crois que c'est dans le Nord-Ouest. Je crois que c'est Canada, je crois. Ah, c'est au Canada? Je crois. Bon, très bien. Je suis pas sûr, hein. Mais tu vois, dites-nous dans les si commentaires. j'avais pas peur de l'avion, c'est un truc que j'irais visiter, tu Ouais. vois. J'irais voir, ça commence toujours par ce plan de montagne, Twin Peaks. Et ça a vraiment bercé mon enfance, tu vois. Avec cette magnifique musique de Ouais. Badalamenti Ouais, qui est... magnifique. Je pourrais la siffler, mais j'ai pas envie parce que Non, j'ai non, pas envie de mais- me ridiculiser. Mais c'est C'est vrai que c'est- très très doux, hein. On Ouais. dirait presque le générique des Feux de l'amour. Mais bon, comme ça accompagne une histoire extraordinaire. Cela dit, donc pour terminer, c'est que ce que j'aime chez Twin Peaks, c'est que il y a la folie Lynch, d'espèce de n'importe quoi organisé avec maestria, et en même temps il y a une vraie histoire. Ouais, ouais, Il y a bien un sûr. vrai suspense. Une véritable enquête. Il y a une vraie enquête, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui va se passer l'épisode d'après. Mhm. Et c'est magnifique. Et il y a aussi, ouais, effectivement, comme tu disais, ouais, il y a des trucs extrêmement bizarres, quoi. Je veux Oui, dire, oui, des oui. personnages extrêmement étranges, quoi. Il y a aussi une prouesse de scénario extraordinaire, Ouais. c'est que vers la moitié, je crois que c'est pile la moitié, dans l'épisode 15 ou 16, tu apprends qui est le meurtrier, mais il y a quand même encore un suspense. Ouais, Parce c'est que tout à incroyable. coup, Ouais, en fait, on se rend compte que bah là, la réalité, en fait, là, on va dans le surnaturel, en Mhm. fait. Et là, ça va dans d'autres galaxies. Ouais. Magnifique, ça a donné lieu à un film. Ça devient un film, mais c'est quand même, à l'époque, on peut dire, alors, pour se remettre dans le contexte de l'époque, à la télévision, qu'est-ce que t'avais, quoi? T'avais Oui. quand même très peu de choses, quoi. Les trucs les plus bizarres que tu pouvais avoir, c'était quoi? C'est le prisonnier ou chapeau melon et bottes de cuir. C'est vrai, c'est vrai. Et on nous balance Twin Peaks, à l'époque, justement, à la Étonné que télévision. ça ait marché, en fait. C'est fou, Ouais. c'est fou, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment l'ovni télévisuel, quoi, qui venu du cinéma, quoi, Ouais. l'univers de Lynch transposé Parce à que la je télévision, comprendrais et ça a que fonctionné, quoi. Je comprendrais que ça marche maintenant, mais je me mets au début des années Ouais. 90. C'est terriblement avant-gardiste. Tu vois, C'est oui, terriblement c'est pas, avant-gardiste. faut bien expliquer aux gens, c'est pas de la science-fiction, genre V, c'est Mhm. de la science-fiction. Ouais, ouais. Mais là, c'est de l'étrange. Et je crois vraiment, j'ai beaucoup réfléchi, pourquoi ça a marché sur un public qui était quand même encore assez traditionnel dans sa Mhm. tête, c'est-à-dire les WASP de l'époque, Ah ouais. et puis les blancs français, c'est que c'est plein de bienveillance. Ouais, c'est Et vrai. je pense vraiment que ce qui manque aux films bizarres d'aujourd'hui, des films comme comment s'appelle ce film français, tu sais, ah là là, je pense que tu l'as vu, je me souviens plus du auteur, mais je ferai une coupe, mais tu sais, c'est un film où c'est un film d'horreur qui est sorti, je crois, il y a 6-7 ans, Martyr. Ah, Martyr, oui, ouais, Voilà. on avait déjà parlé, en plus. Ouais, eh ben, dans Martyr, il n'y a pas de bienveillance, tu vois. Mhm. C'est un film profondément méchant, Ouais. qui a des qualités quand même intrinsèques, tu vois. C'est un film oui, c'est un film culte par certains aspects. Mais chez Lynch, même quand il y a de la cruauté, il y a de la bienveillance, Mhm. tu vois. Et j'insiste vraiment sur ce mot. Moi, c'est ce que j'aime chez les réalisateurs, c'est quand il y a de la bienveillance. Et d'ailleurs, on le voit parce que quand il fait un film où il sort de son côté amoureux du bizarre, eh ben, il fait des films. En fait, il fait presque du Desica. Ouais, Il se met à faire des mélodrames et ça devient une histoire vraie, c'est génial. C'est vrai. Tu vois, quoi. C'est vrai. Donc voilà, alors moi je vous encourage aussi à regarder le film qui est très décrié. Oui. Je ne sais pas pourquoi, parce que Non, c'est alors, exactement la même sauce. C'est vrai que, la ouais, série. ouais. Et je trouve ce film absolument génial, quoi. Oui, oui, oui. Absolument, Il y a une apparition loufoque de David Bowie qui est... C'est vrai, c'est vrai. Il y a Chris Isaac au début qui Oui. reprend le rôle, enfin, Exact. pas qui reprend pas le rôle, mais qui cherche Kyle MacLachlan, au Oui, final, c'est ça, quoi. ouais. Mais c'est vrai que le film est très, très différent. C'est un peu une sorte de spin-off de Twin Peaks, tout en restant même dans la même intrigue, en fait. C'est ça qui est assez Oui, étrange, je crois quoi. qu'on appelle ça aussi non, pas un spin-off, enfin si, spin-off si, mais comment on appelle quand c'est fait avant? Une préquelle. Une préquelle, ouais, une Voilà, sorte de voilà, préquelle, parce ouais. que ça raconte avant que Laura Palmer... Ouais. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, la fin est presque opératique. Je me souviens que c'est un film magnifique. Oui, et ça raconte, et finalement, malgré toute la complexité, parce que quand même, faut dire que il y a quand même beaucoup de personnages dans Twin Peaks, c'est quand même une intrigue qui est assez complexe aussi, quoi. Le film simplifie énormément justement l'intrigue, quoi, au final, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un film d'atmosphère. On va pas le spoiler ou si, enfin, c'est simplement une fille qui se fait violer par son père. Oui. C'est ça qui est terrible. Tu peux le terrible, prendre quoi. au premier degré ou bien assumer le côté surnaturel qu'il met à côté de ça. Ou le côté dramatique aussi, quoi. Le côté dramatique, quoi. Mais rappelle-toi, Twin Peaks, la série, on va pas raconter la fin, mais ça se finit sur un truc horrible. Oui, ça se Tu te rappelles de la fin? Je me souviens. C'est ignoble. D'ailleurs, c'est une des premières fins qui se termine très mal et tu t'y attends pas du tout et ça se termine sur ce truc-là, c'est affreux. Alors que Twin Peaks, le film, se termine sur la mort de Laura Palmer qui, en fait, accède au paradis. Accède au paradis et qui marque, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le début d'une série, quoi. Le début magnifique, il y a une musique grandiose là-dessus et en fait, qu'on voit, elle est délivrée de tous ces démons. Magnifique. C'est beau à pleurer, vraiment. C'est beau à pleurer, ouais.
Non, c'était un film, enfin, je me souviens que, ouais, ce film m'avait marqué. Si vous ne deviez voir qu'un seul truc de David Lynch, regardez Twin Peaks. Twin Peaks et le film après. Ouais. Alors, bien sûr, il n'a pas réalisé tous les épisodes de Twin Peaks, mais sa patte est surtout, plane au-dessus de la série, et puis il a écrit le scénario, donc c'est l'essentiel, ouais. C'est l'essentiel. Et après, on a Lost Highway. Et après, voilà. Alors là, on rentre dans c'était le summum, l'ultime summum de David Lynch. C'est les prochaines années qui suivent. Ouais. C'est le top du top, quoi, selon moi. C'est Lost Highway. Après, t'as une histoire vraie. Et Mulholland Drive. Que des très et là, c'est le summum, quoi, je veux dire. Et c'est vrai que Lost Highway, alors Lost Highway, ça parle, on peut dire que ça parle de schizophrénie. Oui, tout à fait. Une perte d'identité. Une sorte de schizophrénie physique, je veux dire. C'est un mec qui se réveille dans le corps d'un autre, quoi. Tout à fait, ouais. C'est ça qu'il faut, quoi. Et tu disais que t'aimais les films qui se termine par ce par quoi il commence. Ouais, c'est le cas de Lost Highway qui commence sur cette espèce de route de nuit, tout ça à fait. finit comme ça. Et tu sais, moi, Lost Highway, c'est un des premiers films, avec les films de Tarantino, je dois dire, qui m'a montré l'importance d'un réalisateur. Ouais. C'est-à-dire à quel point la vision d'un artiste avait une influence sur le ressenti en tant que spectateur. Et moi, j'ai vraiment été traumatisé par le générique de début de Lost Highway. Il y a une musique de David Bowie, et il y a un plan sur la route éclairé par les phares de voiture. Avec une musique très très sombre. La BO de Lost Highway est géniale, quoi. J'avais acheté le CD à l'époque. Il y a Trent Reznor, il y a David Bowie, quoi. Voilà. C'était le summum. Et Patricia Arquette est super bandante. Patricia Arquette, j'étais amoureux d'elle, là. C'était justement Patricia Arquette dans les années 90. C'était sa bonne période. D'ailleurs, elle a disparu, elle a joué dans Boyzwood il y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais. Parce qu'elle avait été engagée il y a 15 ans en arrière, quoi. Mais, elle était magnifique, je veux dire. Patricia Arquette, moi je vous encourage à regarder tous les films de Patricia Arquette, True Romance, Beyond Rangoon, elle était géniale dans Beyond Rangoon de John Boorman. J'avais oublié ce film, ouais. Mais super film d'ailleurs, film. Une sorte de délivrance, mais côté féminin. Côté féminin, ouais. Un très bon personnage. Et c'est une actrice vraiment super. Pour moi, c'est la meilleure des Arquettes, hein. Je suis désolé, quoi. C'est clair, elle est très, sexy à mourir, quoi. Sexy à crever. Elle a un rôle très important dans Lost Highway. Bill Pullman, donc, qui joue le personnage principal, mais... Franchement, Lost Highway, il est inracontable, Arnaud. C'est comme Mulholland Drive, on pourra pas dire aux gens, même pas un début d'histoire. Mulholland Drive, je suis déjà en train de trembler, quoi, parce qu'on arrive dans 2 films. C'est inabordable. Comment parler de Mulholland Drive, quoi. Le défi ultime dans ce cinéma long. Sur Lost Highway, c'est que c'est vraiment un film d'atmosphère, assez terrifiant aussi. Ouais. Parce que, à un moment, voilà, on va pas essayer de raconter, mais voilà, c'est un mec qui se réveille dans le corps d'un autre, en fait, qui a tué sa femme, et qui finalement va en prison. Oui. Comment il s'en sort? Je me souviens même plus comment il s'en sort. Je sais même. Non, alors attends, il tue sa femme. À un moment où il se réveille, il tue sa femme. Il se retrouve en prison, et en prison, c'est là que le corps change. Et il se retrouve dans le corps d'un jeune il devient un autre personnage de 20 ans qui est latino, je crois, interprété par Balthazar Getty, quoi. Exactement. Et c'est ça qui est énorme, en fait, justement. Oui, c'est vrai. Non, mais là, les repères narratifs sont complètement bousculés. Là, c'est impossible. À un moment donné, il y a un mec qui vient de l'espace qui lui dit, qui est très bizarre, dans une soirée, là, on se croirait un peu dans la loge étrange de Twin Peaks, tout à coup. Mais tu parlais des rêves, et on parlait tout à l'heure de la signification des rêves. Au début, juste avant la mort de Patricia Arquette, parce que elle meurt, mais elle revient après. Enfin, regardez ce putain de film. C'est impossible de raconter ça. Tu peux raconter que les à côté, tu peux pas raconter l'histoire. Mais on va raconter les à côté, parce que, avant ce meurtre, qui n'en est pas un, au final, bref, il entend un chien aboyer, en fait. Et dans la signification des rêves, le chien qui aboie, en fait, amène justement une sorte de malheur terrible, en fait. Quand vous entendez un chien aboyer dans vos rêves, en fait, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous avez peur de quelque chose qui arrive. Merde, alors, plein de gens vont analyser leurs rêves de ce que tu dis. Et c'est intéressant parce que justement, il faut analyser les films de Lynch en fonction des rêves qu'on peut faire, en fait, en fonction de l'interprétation qu'on peut faire des rêves. Si une fois l'interprétation des rêves peut vous servir à quelque chose, c'est pour interpréter un film de Lynch, en fait. Oui, complètement. Et pareil sur le fait qu'il se réveille, son corps devient le corps d'un jeune latino, justement, des années, 20 ans plus jeune que lui, tu vois, un blouson noir, une sorte de petit voyou, petite racaille, quoi. C'est un peu montré, justement, comment le wasp américain de 40 balais, justement, fait une sorte de crise de la quarantaine, revient physiquement à un état d'être plus jeune, tu vois, pour conduire des décapotables, enfin, tu vois le délire, quoi. Ouais, complètement. C'est des films qui ont 50 interprétations possibles. Tu peux faire c'est ça que j'aime avec David Lynch, c'est que chacun peut faire son interprétation différente, en fait. Et puis tu vois que parfois il a des là pour le coup c'est peut-être son côté un peu gaucho, mais il a des sujets auxquels il tient et qu'il va aborder dans des films alors que ça n'a pas lieu d'être. Par exemple, je me souviens dans Lost Highway, à un moment donné, il y a un méchant qui fracasse complètement un type, je me demande s'il le tue pas,
parce que il roule trop mal en voiture. Ah, oui. Tu te souviens de ça? Bien sûr, je en me souviens fait, de il cette dit, je scène. supporte pas les chauffards comme ça, Ouais. qui roulent n'importe comment et qui tuent des gens comme ça, alors que le gars est Pour le coup, complètement fou. c'est pas vraiment gauchiste, c'est peut-être justement nationaliste. Tu vois, Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Mais on va dire, c'est un mec qui a des principes, voilà. Enfin, ce que je trouve gaucho, c'est l'idée d'insérer dans un film où ça n'a pas lieu d'être du tout, ouais. même pas dans une logique Ouais, de je vois ce que tu veux bizarre, dire. un message. Voilà, Mhm. ça devient tout de suite un message. Et l'autre fois où je me rappelle de ça, c'est dans Ghost Dog, tu sais, le film avec Forest Ouais, Whitaker. À j'adore un moment donné, je crois qu'il bute un type simplement parce que le type est méchant avec des animaux. Mhm. Ah, il bute des chasseurs. Voilà, il bute des chasseurs. Quand Il tu bute as des un ours, chasseurs. ouais. Et là, tout à coup, c'est le côté un peu vegan de Mhm. Jim Jarmusch qui ressort. Et enfin bon, je trouve ça un peu ridicule. Mais bon. Il aime pas Ça les donne- vegans, ça Nicolas donne lieu- Arsenault. Non, j'aime pas l'idée du film à message au milieu d'un film qui n'est pas un film à message. Mhm. Tu vois quoi? C'est comme si moi, je ferais une histoire d'amour toute simple, et tout à coup, il y a un personnage qui arrive et qui dit j'aime pas les juifs. Tu vois, ça a pas de sens. Non mais ça a pas de sens. Mhm. Tu vois, ça casse la logique artistique du Ouais. truc, tu vois. Mais bon, voilà quoi. Donc Lost Highway, on conseille aussi. Si vous aimez déjà le style, commencez par Twin Peaks. Commencez par Twin Si Peaks, vous et c'est vrai que aimez Lost Twin Peaks, Highway, Lost ensuite Highway. si vous kiffez David Lynch, Lost Highway c'est absolument à voir, Voilà. c'est clair que Le voilà. dernier étape, c'est Mulholland Drive. Voilà. Je ne comprends rien. Voilà. D'ailleurs, il y avait Marilyn Manson aussi dans ce Dans Lost Highway qui fait une apparition et qui est dans la BO aussi. Je me rappelle plus. Si. Et après, donc alors, il y a un film entre temps, Vas-y. entre Lost Highway et Mulholland Drive, qui sont deux films assez similaires, je dirais, C'est vrai. dans il y a un l'atmosphère. film totalement différent, Bah oui, qui est qu'on très adore. simple. Une histoire une vraie. histoire vraie. Et quoi. alors, je crois que c'est sa femme qui lui a, Tu lui as demandé de faire ouais, ce film. lui a dit, ça devrait te correspondre. Alors, il voyait pas au début pourquoi. Mhm. On raconte l'histoire très brièvement parce qu'elle est très courte. C'est un road movie. C'est un road movie, c'est un vieux monsieur Mhm. qui apprend que son frère est mourant, en tout cas qu'il a une grave maladie. Et donc, le nœud dramatique, c'est qu'il est fâché avec ce frère Ouais. depuis des années. Et donc, Ils habitent à l'autre bout des États-Unis l'un voilà. l'autre. Il Il n'a se pas dit, le permis. il peut pas et mourir voilà. sans que je le voie. Il prend un petit tracteur. Voilà, le tracteur avec lequel il travaille. Et il fait une bonne partie de l'Amérique avec ce tracteur, donc Mhm. ça prend un temps fou. Et c'est le road movie le plus lent de l'histoire du cinéma en fait. Oui, Et parce sans que doute- c'est pas une poursuite, c'est Ouais. une errance. Il y a plein de scènes extraordinaires. C'est vraiment un très beau film. D'autant plus que tu sais, ça fait partie de ces films où je les regardais à reculons. J'ai mis Mhm. très longtemps à le regarder. Parce que je savais que c'était pas un Lynch classique. Et moi, quand je regarde du Lynch, j'aime voir du Lynch. Ouais. Et je pensais que ça allait être, je pensais que c'était sa caution de film d'auteur. Mhm. Genre, moi aussi, je peux faire des films tristes. Alors qu'en fait, pas du tout. c'est un vrai bon film. C'est un vrai bon Déjà, film. c'est un vrai mélo parce que ça respecte les principes du mélodrame. Mhm. L'idée d'une fâcherie réconciliée à la fin. Ouais, ouais. C'est toujours comme ça, les mélodrames. C'était comme ça dans l'intendant Sancho de Mizoguchi, je crois. Je me trompe peut-être du nom d'auteur, mais peu importe. Mais en tout cas, le titre, c'est l'intendant Sancho. Et puis aussi dans Les Lumières de la Ville de Ouais, Chaplin, de qui est un Chaplin. des premiers mélos, en fait, où, voilà, où la scène de l'aveugle à la fin, l'aveugle le Où tu reconnaît. pleures aussi à chaque fois Voilà, c'est d'ailleurs. ça. Comme moi. Voilà, ça fait partie des films. C'est des rares moments où je pleure. Mhm. C'est vraiment l'idée de deux personnes qui croyaient ne plus se voir et qui tout à tout coup se retrouvent, Ouais. et c'est bouleversant. Et il y a une autre scène qui est assez bouleversante aussi dans l'histoire vraie, c'est quand il est dans un bar et on lui demande s'il a fait la guerre, il dit oui. Et l'expérience de guerre qu'a eu ce vieux monsieur, c'est qu'il a tué une seule personne et il s'est trouvé que cette personne c'était quelqu'un de son camp. C'était un mec qui était Incroyable, sniper. Il a tué aucun japonais pendant la guerre 45, Mm. mais le seul mec qu'il a buté c'était un soldat américain. Vous imaginez à quel point ça a pu le traumatiser. Donc l'anecdote est touchante. Le scénario est très bon, il est simple, mais Le il est scénario très est bon. parfait. Le scénario est parfait. Ce film, pour moi, une histoire vraie, c'est vraiment un film parfait. d'ailleurs. Bah, moi, c'est vraiment le genre de film que j'aimerais réaliser. Tu Ouais, vois, je comprends. en tant que natio, orienté sur la question sociale. Mhm. Tu vois, moi, je suis un fan de Sika, je suis un fan de ces films pour pauvres, qui te parlent vraiment de la vraie vie. Ouais. Et, moi, c'est un film comme ça que je voudrais faire. Tu vois, quoi. D'ailleurs, je sais que c'est un film qu'on aime tous les deux et on Ouais. fera une émission spéciale parce que Ouais, ce film mérite. Parce que je sais qu'il y a plein de détails dans le Il y a film. énormément de petits détails, c'est un film à analyser, enfin, de long en large. Il y a des scènes qui sont absolument magnifiques. Et je sais que voilà, pour moi, c'est, On va dire pour notre public habituel de Natio, c'est le meilleur. pour moi, ouais. Voilà, Ouais, voilà, c'est ouais. vraiment le plus beau film, Ouais. plein de bons sentiments au Tout à sens fait. noble du terme. Donc regardez-le et prochain Cinémelon, on en On parlera. va essayer d'en parler. Hein. Voilà. Ouais. Alors après, Mulholland Drive. Mulholland Drive, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir hein, sur Mulholland Drive, c'est que on en arrive déjà, je dirais, au déclin de Lynch, au sens de ce que je vais m'expliquer. C'est déjà le moment où les studios hollywoodiens lui disent fuck. Ouais. Parce que si tu te Il avait rappelles eu bien, du mal à produire oui, justement Mulholland Mulholland Drive, c'est Drive. Canal+, Ouais, qui tout à a fait. financé ça. Tout Tu à vois. fait.
D'ailleurs, merci à Canal+ à l'époque qui Oui. produisait encore des films, quoi, qui... Oui, de bonne le cas qualité, aujourd'hui, ouais, c'était Studio Canal, je crois, mais... Et c'est vrai que justement, un film comme Mulholland Drive n'aurait jamais pu sortir sans le Studio Canal, quoi. Non, c'est vrai. Ce qui est assez fou, faut quoi. le dire. Et ce qui est assez, enfin, c'est assez méritoire parce que Mulholland Drive est sans doute l'un de ses meilleurs, Oui. l'un de ses meilleurs films, en fait. Et en même temps, un des plus étranges et inanalysables. Ouais. Donc, Impossible à raconter. c'est son dernier film professionnel, je veux dire, sans lui faire injure, c'est-à-dire qui a bénéficié d'une sortie colossale et où, on va dire, les plans correspondent à la dramaturgie classique du cinéma. Même si l'histoire est bordélique, je veux dire, Inland Empire, excuse-moi, c'est comme si moi je prenais une caméra DV et que je tentais un truc. Alors que là, bon, il y a des vrais plans, champ contre champ, etc. Tu vois, la grammaire du cinéma est respectée. Une photo magnifique, des acteurs incroyables. Des actrices sublimes. Oui, Naomi Watts qui était parfaite. La brune, je sais pas comment elle s'appelle. Laura Elena Harrings, je crois. Oui, voilà. Qui était, oh là là, je suis amoureux d'elle encore. Mais oui, un duo déjà d'actrices parfaites, quoi. Oui, c'est pour moi c'est son hommage un peu au film classique des années 40-50, sublimé par sa vision d'artiste contemporain, tu vois. Parce que en fait, tu sens que Lynch a une relation d'amour-haine vis-à-vis de ce que l'Amérique était auparavant. Oui, du classicisme européen. Voilà, à la fois, tu sens que c'est un grand fan de Billy Wilder, de tous ces grands génies du passé, même John Ford, hein, tu sens qu'il y a du classicisme chez Lynch, et en même temps, il y a une volonté de briser ça, tu vois, il est vraiment à la croisée des chemins. Et par ailleurs, on peut le dire, moi je suis pas... C'est intéressant comme analyse, parce que c'est exactement ce qui se passe dans le film, en fait. Il y a une sorte de l'intrigue, justement, hollywoodienne. Et à la fin, qui veulent percer, en fait, tu vois. Et à la fin, on se retrouve dans un mélodrame sale et vraiment, enfin, cruel, horrible, quoi. Oui, c'est vrai que bon, il faut avoir, les gens sont enfoncés dans leur vie merdique, donc ils vont avoir du mal à avoir de la compassion pour ces gens-là, mais ça montre le destin brisé des artistes qui échouent, tu vois, et on a beau prendre ça à la légère, on vit quand même dans un monde, Arnaud, où t'as le mec des To Be Free qui s'est suicidé. Je sais. Je veux dire, alors, on se moquait des To Be Free toute notre vie parce que c'est de la merde intégrale. Mais enfin, ce mec s'est flingué, mec. Tu vois, Philippe des To Be Free, faudrait se rappeler, hein. On a tous eu 10-15 ans. Mais à quel point c'est triste d'échouer quand on veut le succès, quand on met le succès dans sa tête comme volonté suprême, et ben quand on l'obtient pas, c'est horrible. C'est très vrai ce que tu dis, Daniel. Et c'est encore, on va pas s'épancher, enfin, on va pas se lamenter sur nos vies à tous les deux, mais on vient tous les deux, on est tous les deux dans une époque où effectivement on ne fait pas ce qu'on aimerait faire. Je sais que toi et moi on aimerait faire des grands films, on aimerait faire de belles choses. Mais on n'aura jamais cette dépression parce que, alors toi peut-être si, parce que t'as été plus proche que moi de faire un vrai film. Mais si. Alors que moi j'ai jamais de toucher le cinéma professionnel de très près. Peut-être si j'avais fait un grand film et qu'après on m'avait interdit la possibilité d'en faire, je serais devenu fou. Mais je n'ai jamais approché, tu vois, je suis le pauvre qui n'a jamais vu 1 milliard de sa vie, tu vois. Pas encore. Peut-être on y arrivera, mais on y arrivera toujours avec nos moyens, tu vois, quoi. Mais oui, ça manque le destin brisé de 2 actrices. Alors je dois dire que, personnellement, les lesbiennes ne font pas partie de mes fantasmes sexuels, mais dans le film. Cette scène. C'est quand même extraordinaire. Je suis désolé. Non, mais moi, je me souviens de l'avoir vu au cinéma, justement, avec une copine marocaine. Tu mets 2 jolies filles au même endroit. Oh my fucking god, quoi. Et tout le monde on était tous captés, quoi. Mais on était tous, je me souviens que cette scène, où elles s'embrassent, où elles commencent à coucher ensemble, quoi. Était incroyable. Et je me souviens d'une salle pleine. Assez inattendue. Mais totalement perchée, quoi, sur cette scène, tellement ça nous avait, Mais tout à coup, t'étais catapulté dans un cinéma porno. Alors tu vois pas le sexe, c'est ce qui a fait un film normal. En même temps, c'était très beau, c'était aussi très beau, c'était une scène très intense. Érotique. Incroyablement érotique, quoi. Moi, il y a une scène parfaite, quoi, vraiment. Les 2 seuls moments où des cinéastes ont réussi à me faire bander sur une scène de lesbienne, c'est David Lynch dans Mulholland Drive et Tsui Hark dans Green Snake. Voilà, un petit cadeau que j'offre aux gens. Je sais pas si on va l'étudier dans Cinémelon. Je vous conseille ce film de Tsui Hark, Green Snake, qui est un film plein de fantaisie aussi. Tu vois, le festin chinois. Oui, je suis un fan du festin chinois, je suis un fan de Tsui Hark, donc je sais que tu aimes Tsui Hark et on va parler de Tsui Hark j'aime dans pas tous ses films, mais j'aime sa fantaisie, qui pour le coup, là, contrairement à Lynch, est pas du tout sombre. C'est vraiment un mec qui va vers la lumière. Si vous ne connaissez pas Tsui Hark, c'est une sorte de Spielberg de Hong Kong, en fait, des années 80-90, voilà. Donc, regardez les films de Tsui Hark, mais on fera un cinéma spécial sur Tsui Hark. Sinon, franchement, en Mulholland Drive, je refuse d'en raconter l'histoire. Déjà parce que je me rappelle pas dans ses contours. Mais même déjà, c'est pas possible. Je veux dire, c'est un ensemble de scènes. Il y a des moments dans le film, voilà, quoi. Mais raconter, tu l'avais dit tout à l'heure, tu le redis, on le redit. C'est stupide de raconter l'histoire on le reverrait maintenant que ce serait difficile juste après de raconter l'histoire. Tout à fait. Ce que je peux dire, c'est que c'est la petite ascension et la chute
de deux actrices, tu vois, quoi, sont-elles deux, hein? On ne sait pas. On se pose, on ne sait pas. Voilà, avec des scènes lyriques en plein milieu, c'est-à-dire que c'est une actrice qui vit le cauchemar de l'échec à Hollywood. Ouais. Voilà, quoi. Je sais que ça termine aussi, c'est atroce, hein. C'est horrible. La fin tu vois, avec ses parents qui s'approchent d'elle, en les terrifiant comme ça. Enfin, tout ce qu'on vous dit ne vous semble pas sensé si vous n'avez pas vu le film. Regardez le film et laissez-vous, je veux dire, laissez-vous guider par ce film. Laissez-vous, mettez-vous dans l'ambiance, voilà. Coupez votre portable, mettez-vous dans le noir, regardez ce film. La musique est fantastique. Vraiment, c'est d'électro-planante, magnifique, du pur rital, quoi. C'est vraiment beau. Non, il est arrivé pour moi Mulholland Drive. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas eu un Lost Highway ou un Mulholland Drive après, ou un Blue Velvet après. C'est bizarre parce que quand c'est sorti. C'est la fin, je veux dire, Mulholland Drive, c'est le dernier grand Lynch qui est sorti, ça fait déjà quoi. plus de 15 ans, c'est fou, quoi. C'est passé vite, hein. C'est fou. Mais c'est bizarre parce qu'à l'époque, j'avais l'impression que tout le monde autour de moi avait vu Mulholland Drive. Ouais. Et pour moi, ça avait été un grand succès. Et je ne comprends pas comment. Faudrait voir les chiffres de je comprends pas non plus, mais je pense aussi que c'était son dernier. Pour moi, il a rapporté du blé. Je comprends pas pourquoi il n'en a pas fait après. Je pense que simplement, les producteurs n'ont vraiment pas de couilles. Donc, comme les producteurs n'ont pas compris le film, eh bien, ils l'ont pas donné de financement. Ouais. Mais c'est ça, c'est marrant d'ailleurs parce que c'est un film de 2001, je crois, 2001. C'est ça. C'est vraiment, on va dire que Lynch, c'est les années 80-90, quoi. C'est ça, ouais. Et le passage aux années 2000, je veux dire, c'est comme si ce réalisateur n'existait plus. Comme si c'est dire, voilà, c'est un nouveau millénaire, tu n'es plus dans ce millénaire, voilà, on ne fera plus de film de David Lynch, quoi. Oui, c'est vrai. C'est terrifiant, en fait. Pour moi, je trouve ça... C'est vrai, parce que c'est extrêmement dommage. C'est extrêmement dommage. Alors que, c'est étrange, parce que alors que l'art contemporain est partout, dans les musées, au cinéma, je trouve que je regrette, c'est-à-dire, je sens que je n'ai plus ma place dans le cinéma d'aujourd'hui. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que il n'y a plus de place pour les objets indéterminés, les objets filmiques indéterminés, tu vois, les ovnis, voilà. Les ovnis. Voilà, il y a plus de place pour ça. Il y a plus de place aussi pour l'imperfection technique. Aujourd'hui, un film de Pasolini ne pourrait pas sortir au cinéma parce que les plans, ce coup sont pas nets. Voilà, donc il y a vraiment maintenant depuis 10 ans. Moi, je mettrais à 2005 pour moi la mort du cinéma réel, tu vois. C'est-à-dire vraiment tu sais, on parle toujours du pays réel quand on parle de patriotisme. Arrêtez de parler du pays réel, je l'aime pas cette expression. Oh non, moi, je dirais le cinéma réel, c'est-à-dire soit des films, un peu comme les films des 70, où Al Pacino, je vois ce que tu veux dire. Des films qui parlaient de la vraie vie. Tu sais, des films genre l'épouvantail de Charles Payne, là, je sais plus son titre, avec Al Pacino et Gene Hackman. Soit des films What the fuck, où le réalisateur exposait une vision du monde qui lui était qui était loufoque mais qui ne correspondait qu'à lui et qu'il n'y avait pas de désir de séduction spectatoriale, tu vois. C'était un film de vrai artiste, tu vois. Et j'en vois plus des films comme ça. J'ai un pote qui m'avait fait une analyse assez marrante, enfin une comparaison assez marrante entre parce qu'en 99, je crois que c'est sorti Une histoire vraie. Oui. Une histoire vraie, donc le titre Straight Story, et c'est la même année où est sorti Matrix en fait. Oui. Et quand les frères Wachowski sont arrivés justement avec Matrix en disant voilà c'est ce que les gens veulent voir maintenant, et Matrix a forgé un peu le cinéma des années de la première décennie des années 2000 quoi. C'est comme si alors que dans Matrix il y a de l'irréel, alors qu'il y a tout à fait, mais c'est dans le cadre du divertissement. Voilà c'est ça que je veux dire. En fait je l'ai très mal exprimé, mais avant il y avait dans les années 80 on s'est beaucoup moqué des années 80 mais il y avait des films de divertissement musclés et très virils dans lesquels tu pouvais t'identifier au personnage, les films de Stallone, de Schwarzenegger, on l'a déjà dit. Et en même temps, il y avait de la place pour des mecs comme Lynch. Il y avait de la place pour le vrai Scorsese de la bonne époque. Alors qu'aujourd'hui, c'est 100% de divertissement. Ou alors, on va dire 99%, et le 1% restant, c'est des petits films indépendants new-yorkais, tout bidons, avec des propos sociaux, hyper gauchistes, des films de merde, genre Juno, des trucs comme ça, tu vois. Et il y a plus de place pour des vrais artistes, des mecs qui disent, voilà, mon but, c'est de te faire voyager, de te faire pleurer, tu vois. En tout cas, moi, j'en vois très peu. Et les mecs qui résistent, ils en prennent pas la gueule, les mecs comme Lars von Trier, tu vois. On aime ou pas, c'est un des derniers réalisateurs, tu vois, qui a encore un peu de foutre dans les testicules, tu vois. C'est marrant parce que justement après sur le déclin de David Lynch, tu as l'essor d'un Lars von Trier. Oui, moi je trouve que dans Antichrist de Lars von Trier, il y a un peu de Lynch. Tu vois, plus danois, hein, c'est autre chose, c'est plus c'est différent.
C'est différent. Voilà, donc après, pour être tout à fait honnête avec les gens, apparemment, il a fait des courts-métrages récemment que nous n'avons pas vus. C'est vrai. Parce que nous on ignorait qu'ils existaient, en fait, tout simplement, mais ça me donne envie maintenant de les voir. Je vois un truc, I Touch a Red Button Man, Idem Paris. Ouais, mais ça pue, ça donne pas envie, quoi. J'ai l'impression que c'est un truc. C'est pas le grand Lynch que tu vas aller voir au cinéma, tu sais, c'est ça qui nous tue, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Matrix, c'est que Matrix, tu vois, a ramené, enfin, c'est un peu comme si t'avais le choix entre, tu vas dans la Matrice ou tu vas dans une histoire vraie, en fait. Oui, c'est ça. Et comment le cinéma a évolué, c'est-à-dire qu'on a évolué vers un cinéma plus proche des frères Wachowski, plus proche on fait des effets spéciaux, les films de super-héros. On vit quand même à l'époque de Transformers. Hein. Tout à fait. Des robots qui se battent contre des robots. Voilà. Moi, une des premières fois où j'ai arrêté la cinéphilie, c'est-à-dire que j'ai arrêté de regarder 2-3 films par jour, c'est que j'ai vu Transformers et j'ai dit ton monde est terminé en fait. Mais tu vis dans un univers qui n'existe plus, quoi. Tu vois, parce que j'aime bien les films d'action et pour moi Transformers, tu t'attaches à rien. C'est les personnages sont en plastique. Tu te souviens même plus des gueules. Ils mettent des actrices super bonnes, on dirait des actrices porno qui n'ont qui ont aucune profondeur, quoi, tu vois. Effectivement, le cinéma des années 2000 a tué Lynch et je crois que comme c'est un mec sain, je pense qu'il aurait pu faire d'autres films, mais il en a pas envie. Voilà, son univers est clos, il est fini, quoi. T'as des mecs comme ça qui partent. Ouais, comme un cheminot qui s'arrête, voilà. comme un Kubrick qui fait une boucle, en fait. C'est ça, ouais, non, c'est ça. C'est ça. Un Kubrick, ouais, putain, j'aurais vraiment voulu qu'il vive plus longtemps histoire d'en fournir 2 ou 3 autres. Ouais. C'est vrai qu'il y a une sorte de regret maintenant, il y a une sorte d'amertume. Effectivement, oui, un Michael Cimino ne fera plus de films. Effectivement, il y aura plus de grands Lynch, ou il y aura plus de Kubrick, il y aura plus de... Il est super vieux, là, je vais voir son âge de naissance, mais il doit être sur du 75 ans, il est très vieux. Il a 70 ans. Bon. Un réalisateur peut encore faire des films à 110 ans, mais... Clint Eastwood ne s'arrête plus, tu vois. C'est rare qu'un mec se réveille après 10-15 ans d'inactivité. C'est assez rare. Ouais. Le seul mec qui a vraiment une carrière très surprenante, c'est Terrence Malick, qui a... Oui, qui s'est rien foutu pendant 30 ans et qui s'est réveillé à la fin. Il a fait plus de films dans sa deuxième partie de carrière que dans la première. C'est très curieux. Bon, il a des parcours comme ça. Il a une bonne gueule, carrément, sa gueule, à Lynch, quoi. Ouais, j'adore. T'as envie que ça, tu vois, moi, j'aurais voulu que ce soit mon oncle. C'est un peu mon oncle bizarre, qui te raconte des histoires, à dormir debout, mais, et tu vois, vraiment, c'est dur de résumer l'ensemble d'une carrière, mais, moi, vraiment, je voudrais rendre hommage à son imagination. Pour moi, c'est vraiment ça, les grands créatifs, c'est des gens qui ont beaucoup d'imagination. Et Lynch, dans tous ses films, a fait preuve d'une grande imagination. Il a créé des univers similaires, mais toujours un peu différents. Et moi, c'est ça que je voudrais saluer parce que j'aime les artistes. Et c'est un vrai artiste. Voilà. Même si beaucoup de gens qui nous suivent vont me dire, on a autre chose à faire que de regarder David Lynch. Et c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai moins de plaisir à regarder des films comme ça aujourd'hui, parce que je suis pris par la réalité. Mais dans un monde normal, il y a de la place pour dans un monde de paix, tu vois, où t'as pas 20 millions de musulmans sur ton territoire, et tu peux regarder des David Lynch tranquillement et puis rêver aux mondes impossibles. Ouais. Quoi. Rêver et apprécier. Ouais. C'est une bonne manière de terminer l'émission, parce qu'effectivement, tu as raison. Aujourd'hui, on a besoin plus que jamais d'imagination. Ouais. Et c'est d'ailleurs, la seule chose qui n'a plus aucune limite. Ouais. C'est l'imagination. C'est le seul truc, voilà. Ne restreignez jamais, ça manque. Laissez votre imagination ça filer. Manque également dans notre milieu. On manque d'œuvres de fiction. Bien sûr. L'analyse, on la connaît. Les bouquins d'analyse sur tel ou tel type de communauté, on le sait. Maintenant, si on pouvait glisser ça dans du roman, dans du film, voilà. Ce serait bien, Ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment bien. Laissez votre imagination filer. Ne la restreignez jamais. Soyez imaginatif. C'est votre bien le plus précieux. Voilà. Et si vous n'avez jamais vu de film de Lynch, regardez-en quelques-uns pour vous évader quelque temps de ce monde de merde. Voilà, en fait, exactement. Daniel Conversano, merci. Arnaud Lesmingal, merci à toi. À très bientôt sur Ciné Melan. Vous êtes sur Radio Melan. Merci à vous. Au revoir. Salut les gars.